Autour du monde, des hommes bravent les flots pour convoyer des marchandises sur des bateaux à la forme souvent inchangée depuis des siècles. À Madagascar, Dassiki transporte du sel à bord d'un boutre, un bateau à voile traditionnel du 19e siècle. Entre la Guyane et le Brésil, Kia manœuvre sa pirogue dans les méandres du fleuve Oyapock pour acheminer du ciment. Deux histoires de marins, de voyages et de bateaux. Dans l'océan Indien, sur la côte ouest de Madagascar, voici la presqu'île de Bélo-sur-Mer. Ce village de pêcheurs, au bord du lagon, est une terre de bateaux. Ou plutôt de boutres, ces grands bateaux à voile qui servent au transport de marchandises. Au XVIIIe siècle, deux charpentiers bretons viennent s'installer dans ce bout du monde malgache pour y construire des bateaux à l'image de leur goélette. 300 ans plus tard, les techniques n'ont pas changé. Encore aujourd'hui, les chantiers navals jalonnent la longue plage. Dassiki est un marin du village. Il rejoint son ami Doné sur l'un des chantiers de construction. Bonjour. Bonjour. Comment vont les travaux? Ça avance comme tu veux? Ouais, ça avance bien. Très bien même. J'en ai plus pour très longtemps. Oui, depuis le temps que je suis dessus, je vais enfin pouvoir naviguer. Et une fois peint, il aura fière allure. Dassiki est né dans une famille de pêcheurs. Depuis 10 ans, il apprend l'art de construire des boutres. Il y a deux façons de vivre la mer ici. Soit tu prends la mer, soit tu construis des boutres comme Doné. Moi, je fais partie de ceux qui prennent la mer. Mais un peu plus tard, quand je serai vieux, j'arrêterai d'aller sur l'eau. J'espère construire des boutres pour mes enfants. Doné apprend à Dassiki ce précieux savoir-faire. Il est l'un des plus anciens charpentiers de marine de Bélo. Une trentaine de boutres sont déjà nées entre ses mains. Je suis fier de faire ce métier. Je ne l'échangerai pour rien au monde. Ce métier, il nous fait vivre. Travailler sur un boutre, c'est comme travailler dans la nature. C'est une vie que j'aime. Avant de disparaître, nos parents nous ont légué ce savoir-faire. Maintenant, c'est à notre tour de le transmettre, comme je fais aujourd'hui avec mes apprentis. Dassiki habite sur l'une des îles du lagon de Bélo-sur-Mer avec sa femme et leurs 7 enfants. Ce matin, il se prépare à partir pour une expédition de plusieurs jours le long de la côte. Être marin, ça a toujours été le travail de mes ancêtres. Soit sur une pirogue, soit sur un boutre. Je préfère travailler sur les boutres. Ça me fait gagner un peu d'argent, même si ce n'est pas beaucoup. Je peux faire vivre ma famille décemment. Sinon, je pêche souvent sur une pirogue, mais je préfère vraiment naviguer sur un boutre.
Ce n'est jamais simple quand il part. Mais moi aussi, je travaille quand il n'est pas là. Et je dois le faire pour nourrir nos enfants. Quand mon mari est sur son boutre, je pêche. Des concombres de mer et des crabes. Je ramène pas beaucoup tous les jours. Mais ça suffit en fait pour nourrir ma famille. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit tous les deux. Au village, tout le monde sait qu'on vit comme ça. Voilà. Bon voyage. Et n'oublie pas de nous rapporter quelque chose. À quelques kilomètres du village, s'étendent les salines d'Antsira, les plus belles de l'île. À Bello-sur-Mer, on a toujours ramassé du sel à la main et construit des bateaux pour acheminer ce sel vers les grandes villes du Nord. En fin de journée, un étrange balai se forme autour des boutres. Les hommes y chargent les sacs de sel. Ces bateaux à voile sont encore aujourd'hui l'unique moyen de transport de marchandises sur cette côte malgache. Plus d'une centaine de boutres cabotent toute l'année le long du canal du Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique. On transporte le sel en boutre parce que la route ici est impraticable. Et puis le sel, c'est très mauvais pour le moteur des voitures. Ça les abîme très vite. Et surtout, pour transporter des grosses quantités de sel en peu de voyages, le boutre est idéal. En un seul voyage, on peut transporter jusqu'à 50 tonnes de chargement. Alors c'est sûr, ici les camions, c'est beaucoup moins efficace. Ce soir, le bateau de Dasiki part avec 25 tonnes de sel. Cap sur Mentirano, à 300 km plus au nord. Le sel, c'est quelque chose de très précieux ici. Alors il faut faire très attention à notre chargement. En plus, ce sel n'est pas à nous. Il faut l'acheminer en bon état à son destinataire. On essaie de bien faire notre travail pour que les gens continuent à nous faire confiance. Si on perdait les 25 tonnes de sel que nous transportons dans notre cale, on ne pourrait pas les rembourser, ça représente une fortune. Alors on demande la bénédiction de Dieu pour arriver à bon port. Avec Dasiki, 6 marins embarquent à bord du Todisoa, le bien arrivé, un boutre de 14 mètres de long. Les voilà partis pour plusieurs jours de voyage, au gré du vent. De l'autre côté du globe, à plus de 10 000 km de Madagascar, d'autres marchandises naviguent au fil de l'eau. Au milieu de la forêt amazonienne coule un fleuve, l'Oyapock. Un cours d'eau qui serpente sur plus de 400 km et sépare la Guyane française du Brésil, avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Ici, le fleuve est roi et attire toute la vie sur ses flots. Entre les deux rives, le bateau est l'unique moyen de transport. Du côté brésilien, Oiapoque est l'une des plus grandes villes qui bordent le fleuve. Bon, ciao. Kia vit à Oiapoque. Et comme beaucoup d'hommes ici, il est piroguier. Ça fait 32 ou 33 ans que je fais ce métier.
J'ai commencé à être piroguier tout jeune, à l'âge de 17 ans. Ce matin, il quitte la ville pour une nouvelle mission de 3 jours sur le fleuve. Ici, on transporte de tout. Du ciment, des câbles, du coffrage. Tout ce qu'on nous demande de transporter, on peut le faire. On peut charger jusqu'à 3 tonnes sur une pirogue. À partir d'ici, il n'y a plus de route. Alors pour transporter tout le matériel, il n'y a que le fleuve. Mais c'est bien. Ça donne du travail à beaucoup de gens ici. Ça fait vivre du monde. On est dans un endroit isolé, et c'est difficile de survivre. Alors on apprend le métier de piroguier. Comme Kia, une centaine de piroguiers fend les eaux de l'Oyapock tous les jours. Je suis né et j'ai grandi ici. Et quand on est du coin, on connaît déjà le fleuve depuis tout petit. On est fait pour vivre sur ces rives. Moi, j'ai appris à manier une pirogue, ça m'a plu et ça me plaît encore aujourd'hui. J'ai déjà travaillé sur des cargos, mais la pirogue, c'est vraiment ce que je préfère. Pour cette mission, Kia transporte 2 tonnes de ciment sur sa pirogue. Un précieux chargement qu'il doit mener à bon port jusqu'à Camopi, la ville la plus en amont du fleuve. Un voyage de plus de 100 km sur l'Oyapock, un cours d'eau aux fausses allures de grand calme. Je soulève le moteur pour mieux diriger la pirogue, car le niveau d'eau est bas. On est en saison sèche. Je connais bien le fleuve, chaque rocher. Parfois, le moteur tape une pierre, mais ce n'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas d'autre passage. Avec des charges légères, les voyages sont moins compliqués. Mais là, comme aujourd'hui, quand on a du ciment ou des briques, par exemple, la charge est bien plus lourde et c'est beaucoup plus inquiétant. Il faut vraiment redoubler l'attention. Il faut juste tourner un peu. De l'autre côté. Pas encore. Il y a un rocher juste en face. Pour l'aider à contrer les dangers du fleuve, Kia travaille avec Perunzinho, un aide-piroguier, que l'on appelle ici un tacariste. J'ai besoin de lui pour surveiller l'avant de la pirogue. Il est là pour éviter les rochers. Il utilise sa rame pour m'aider. Lorsque le niveau du fleuve est bas, si on traverse un rapide et si je ralentis, il va prendre la rame pour m'aider à me diriger. Sinon, on perd le contrôle de la pirogue. Le moteur à lui seul ne peut pas garder le cap de la pirogue. Donc, il est très important, le tacariste. C'est un travail d'équipe. Il faut être 2 dans une pirogue comme ça. Peruzino a presque la même connaissance du fleuve que moi. Sans son aide, surtout en été, quand le fleuve est bas comme ça, je ne pourrais vraiment pas conduire la pirogue tout seul jusqu'à Camopi. Il reste au piroguier 2 jours de voyage pour atteindre Camopi. Le jour se lève sur le canal du Mozambique, entre la côte est africaine et Madagascar. Premier jour de voyage pour Dassiki et son équipage. Le vent du sud souffle fort.
Ils ont déjà parcouru plus de 90 km. Sans moteur, le boutre ne peut compter que sur le vent pour avancer. À bord, chacun connaît sa partition pour faire filer le Todisoa toute voile dehors. Dasiki est le second capitaine. Je suis sur la mer depuis que j'ai 14 ans. Mes aînés m'emmenaient déjà pêcher, plonger et bien sûr naviguer sur les boutres. Il y a beaucoup de métiers que je pourrais faire, qui pourraient me plaire et dont je ne pourrais pas me lasser. Mais celui-là, être marin, être sur l'eau, c'est le métier que les dieux m'ont destiné. C'est un vrai cadeau. Vas-y doucement, évite de déchirer la voile. Fama, lui, est le capitaine du navire. C'est bon, t'y arrives? C'est aussi un constructeur de bateaux traditionnels. Le Todisoa est son 20e boutre. Celui-là, c'est mon dernier boutre. Je l'ai construit pour moi. C'est un peu mon bébé. Après celui-là, j'arrête. Je commence à fatiguer. On reconnaît un boutre parce qu'il est toujours en bois. Et puis la forme de la coque est particulière aussi. L'avant et l'arrière se ressemblent beaucoup. Les boutres ont aussi des mâts très hauts. Hélène est la femme du capitaine. Là, je suis en train de préparer du tabaki. C'est de l'écorce de tamarinier qui me sert à me protéger du soleil. C'est une sorte de masque pour le visage. C'est ce qui nous rend belles, nous les femmes. Donc le matin, on se lève, on prépare notre tabaki, on fait notre toilette d'abord, puis on applique le tabaki. Je fais ça pour garder le teint clair, car avec le soleil et l'eau salée, ma peau s'abîme très vite. Même sur le bateau, je prends toujours le temps de prendre soin de moi. Et je le fais très tôt le matin. Parce que si je n'en mets pas pendant 2 jours, je le vois tout de suite. Ma peau noircit et je n'aime pas ça. Elle est aussi la cuisinière du Todisoa. Attention, il s'échappe! Il y a des choses qu'on ne peut pas apporter sur un bateau. Le poulet, le porc et les pois bombara, par exemple. C'est interdit sur un bateau. Ça porte malheur. Ce midi, je prépare du canard. Je vais d'abord le ramollir avec l'eau, le faire bouillir pour avoir du jus, et une fois bien cuit, je vais faire une sauce avec de l'huile, des tomates, assortiment d'oignons, de gingembre et d'ail. Ce sont mes parents qui m'ont appris à cuisiner.
Comme je savais que j'allais me marier un jour, il fallait que je sache cuisiner. J'ai commencé à m'entraîner avec un peu de riz. Pour les plats aussi, j'ai appris avec des petites quantités. C'est comme ça que j'ai appris cette recette au canard, par exemple. Ce qui me plaît quand je suis en mer, c'est d'être loin des tracas de la ville. Respirer l'air marin, ça me fait vraiment du bien. Je préfère largement naviguer qu'être sur terre. Rester au village, c'est pas bon pour ma santé. En plus, c'est le métier de mes parents. Et je suis vraiment fier de prendre le relais. Après une première journée de vent et de soleil, le boutre maintient son cap et file droit sur Mentirano. Retour sur le fleuve Oyapock. 1 heure après leur départ, Kia et son tacariste s'apprêtent à attaquer la partie la plus dangereuse du fleuve, les sauts de Maripa. Une succession de dénivelés rocheux qui, en saison sèche, s'étendent sur plusieurs kilomètres. La difficulté majeure, remonter ces rapides avec une pirogue ultra chargée, à contre-courant. Sur l'Oyapock, rares sont ceux qui, comme Kia, peuvent relever ce défi. Ici, on est dans une partie du fleuve très dangereuse. L'eau est vraiment très basse en ce moment et il y a beaucoup de rapides. Il faut faire très attention pour ne pas abîmer la pirogue. C'est le bouchon de vidange. Je le ferme pour pouvoir passer les rapides. Quand on accélère, l'eau qui est à l'intérieur de la pirogue s'évacue par le trou. Mais quand on réduit la vitesse, il faut mettre le bouchon, sinon l'eau inonde la pirogue. Ici commencent les rapides. Tiens, Pérusine, passe derrière le rocher. Une entente parfaite est primordiale entre le piroguier et son tacariste. Je lui fais signe avec le moteur, et là, il sait déjà quoi faire. Rien qu'au bruit du moteur, il se retourne et il sait. Il prend la rame et je lui dis de tourner à droite ou à gauche, mais c'est rare. On n'a pas besoin de parler. On se comprend. L'adrénaline est à son maximum. Dans un rapide, on ne peut pas s'arrêter, regarder le fleuve ou regarder sa marchandise. Souvent, les gens se demandent « Mais comment il va faire ?» En fait, il ne faut pas se poser de questions. Il faut y aller et réussir à traverser. Chaque année, après la saison des pluies, le lit du fleuve change.
Kia et Perunzinho ont beau connaître l'Oyapock par cœur. Ils restent vigilants pour ne pas commettre une faute de parcours et renverser la précieuse marchandise. Peruzine, laisse la pirogue aller tout droit. La pirogue vient de heurter un rocher. Tiens, arrête-toi ici. C'était par là, en fait. Ouais, pousse-la un peu par là. Comme le niveau de l'eau est vraiment bas, je me suis trompé de chemin. La pirogue s'est échouée et on a dû la pousser. Et maintenant, on fait demi-tour. J'ai bloqué le moteur pour tourner ici en suivant le cours du fleuve. On a eu de la chance cette fois-ci. Après 45 minutes d'efforts intenses, les deux hommes sortent enfin de la zone dangereuse des sauts de Maripa. Un peu plus loin vers le sud, le fleuve s'élargit enfin. Ici, les eaux de l'Oyapock sont généreuses et attirent les pêcheurs des environs. Bonjour, ça va? Bonjour, La pêche est bonne? ça va? Je peux voir ce que vous avez pêché? Oui, bien sûr. Vous montrez votre pêche? Voilà. Et vous allez rester ici? Un peu, oui. Mais la marée est en train de monter, non? Ça va aller. Allez, je vais te prendre des poissons. Voilà. Bon, merci. Bonne pêche. Merci. Les gens des villages aux alentours vivent de la pêche. Et ensuite, ils vendent des poissons à Saint-Georges ou à Oyapock pour pouvoir acheter du riz, des haricots ou du poulet. Les gens du coin survivent vraiment grâce aux poissons. La nuit tombe sur l'Oyapock. La navigation est devenue trop dangereuse. Voyons si notre construction est encore debout pour pouvoir passer la nuit ici. Kia et son aide s'arrêtent dans un endroit bien connu des piroguiers. Sur les rives de l'Oyapock, pas d'hôtel, le bivouac est de rigueur. Dans la soirée, un autre piroguier les rejoint. C'est très agréable de dormir au bord du fleuve. On dort à la belle étoile. En ville, il fait trop chaud. On manque d'énergie. Ici, c'est super. On respire l'air pur. Il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de portable qui va sonner. Pas de gens pour nous déranger. Ici, on est tranquille. On pense à rien. Je partirai pas d'ici. Faut vraiment qu'on m'y oblige. Ou alors, je tue quelqu'un et on m'expulse. Mais sinon, jamais je partirai d'ici. Ici, on ouvre une boîte de conserve, un sac de farine de manioc, on mange,
on dort tôt. Le fleuve nous aide à nous reposer, à nous vider la tête. Il nous protège et nous porte chance. Au matin du 3e jour, le boutre de Dassiki est stoppé dans sa course. Là, il n'y a pas de vent du tout. Le vent est tombé. On attend au mouillage qu'il se lève. Il n'y a rien d'autre à faire. Pour la livraison du sel, le propriétaire connaît les aléas de la mer. Donc, il attendra. C'est ça, être marin. Ce n'est pas nous qui commandons le vent, c'est Dieu. Et il fait comme il veut. Je prépare l'aiguille et le fil pour pouvoir recoudre cette voile. Elle s'est déchirée. Elle est vieille. Je la recouds vite fait pour qu'elle se tende bien quand on va repartir. C'est bien les moments de calme comme ça pour faire ce genre de choses. On va lever les voiles, le vent commence à souffler. Allez, on y va, les gars. Après une demi-journée sans un brin d'air, le vent du sud se remet enfin à souffler. L'équipage s'active pour tenter de rattraper le temps perdu. On est toujours dans la même zone depuis un moment. Tu le crois, ça? Si on avait déjà passé en Tondrolo, on aurait pu être là-bas ce soir. Là, on n'a même pas passé Sawani. Si on n'avance pas, on sera en mer encore pendant un bon bout de temps. Garde le cap plus à l'ouest. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas trop dur. Mais quand le vent souffle, l'astuce, c'est la corde. Avec ce système, on évite de se fatiguer le bras. J'arrive à me diriger parce que le capitaine est là. Il m'indique le chemin et le cap à prendre. À force de suivre ses conseils, je commence à bien connaître le chemin. Mais il faut être concentré pour avancer tout droit. Il faut aussi surveiller la danse des voiles pour ne pas qu'elle soit trop tendue et finisse par se déchirer. C'est vrai que la mer, c'est toute notre vie. Mais je préfère travailler à bord des boutres, parce que finalement, c'est beaucoup plus simple que la pêche pour gagner ma vie.
pèse lourd ce thon, et c'est de la super qualité. Ça va être un vrai régal. Mets de côté le filet pour plus tard. Non, j'ai pas envie. L'équipage a déjà 1 jour de retard sur la livraison. Le capitaine décide alors de naviguer de nuit. Sur un boutre, il n'y a aucun instrument de pilotage. La navigation se fait à vue. La nuit, pour continuer à naviguer, on suit les étoiles. On observe leur position pour savoir où est le nord et où est le sud. Non, il n'y a rien à craindre. On a l'habitude. C'est le métier de nos ancêtres. Nos aînés nous ont bien transmis leur savoir. On a ça dans nos gènes. C'est une chanson qui vient de chez moi. C'est une chanson traditionnelle. On la chante sur les bateaux qui naviguent le long de la côte. Mais maintenant, on peut les chanter aussi sur terre. Ce sont des chansons qui racontent des histoires de marins. « 5h30 du matin sur l'Oyapock, la brume est à peine levée. Mais les piroguiers, eux, sont déjà à pied d'œuvre. Allez, on boit un jus et on continue le voyage vers Camopi. Si tout se passe bien, il nous faut 2 heures pour aller jusqu'à Camopi. Sans s'arrêter? Sans s'arrêter, oui. Dans ce coin reculé de l'Amazonie, le fleuve est la seule route à travers la forêt. Pour faire vivre ces villages isolés, la pirogue est essentielle. Essentielle pour les grands et les petits. Les 150 enfants des villages alentours prennent la pirogue comme d'autres prennent le bus pour aller à l'école. Sur l'Oyapock, tous les piroguiers se connaissent. Après 2 jours de voyage éprouvant, Kia et Perunzinho arrivent enfin à Camopi pour livrer leurs 2 tonnes de ciment.
Mon but, c'était que le chargement arrive en un seul morceau dans les mains du propriétaire. Là maintenant, j'ai la conscience tranquille. Encore un voyage qui se termine. Et dès demain, je serai à nouveau sur le fleuve. Avant de repartir, les piroguiers s'arrêtent chez Jacqueline. C'est le dernier restaurant sur le fleuve avant le prochain village, Saint-Georges, à 2 jours de voyage d'ici. Salut Jacqueline, j'ai très faim. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Du poisson grillé. C'est le relais routier de l'Oyapock. Les gens du coin ouvrent leur cantine sur la rive. C'est une bonne source de revenus pour eux. Les clients viennent des 2 côtés du fleuve, français et brésiliens. Donc les gens comme Jacqueline dépendent beaucoup des piroguiers. C'est compliqué pour moi de sortir, d'aller en ville. Quand j'ai besoin de quelque chose, je demande à un piroguier de me l'apporter. Dès qu'on veut se déplacer, il faut traverser les rochers et les rapides. Et il faut payer pour le transport. Pour charger la pirogue, pour traverser les rapides, tout ça me coûte très cher, c'est compliqué. Donc je préfère rester ici. Ici, tout se passe au bord du fleuve. On lave le linge, la vaisselle, on prend une douche, on fait vraiment tout au bord du fleuve. Mais pour boire de l'eau, il faut aller au puits. On ne boit pas l'eau du fleuve, surtout pas. C'est juste pour cuisiner. C'est particulier de vivre ici. C'est très beau et c'est très tranquille. C'est vraiment un endroit magnifique. Kia a terminé sa mission. Il est temps maintenant de redescendre le fleuve. Un voyage de plus de 12 heures attend les 2 piroguiers pour enfin rentrer chez eux. Pour Dassiki à Madagascar, c'est presque la fin du voyage. Avant d'arriver à Mentirano, leur destination finale, ils font escale aux îles Barren. Des confettis de sable posés sur l'océan Indien. Des îles quasiment inhabitées à l'exception de quelques huttes de roseaux. Ici vivent les Vèzes, une communauté de pêcheurs nomades. L'équipage vient leur livrer 3 sacs de sel, indispensables pour la conservation de leurs poissons. Ici, c'est pas facile. Il y a beaucoup de houle. On ne pourra pas accoster. Le bateau va rester ici à mouiller à 200 mètres. Et on va prendre la pirogue pour y aller. Ne mettez pas comme ça. Il faut faire descendre un bout d'abord et l'autre bout va suivre. Voilà, mets-le à la verticale. Tiens-le bien. Vas-y, avance un tout petit peu. Voilà. On mettra le second derrière. Allez, hop. Ouais. Voilà. Hélène, la femme du capitaine, profite de cette livraison pour rendre visite à sa famille. Salut mon chéri. Sa cousine est Vèze et vit sur Nosy Marwantali,
la plus grande des îles de l'archipel. Un îlot d'à peine 2 km² où s'est installé une centaine de vèzes. Ce peuple de pêcheurs, disséminé sur toute la partie ouest de Madagascar. Autrefois nomades, sous la pression de la vie moderne, ces hommes de la mer se sont aujourd'hui presque tous sédentarisés. Ils vont quand même sur la côte de temps en temps, surtout quand ils n'ont plus rien à manger ou plus d'eau douce. Ce sont vraiment les seuls moments où ils quittent l'île, ou si vraiment il y a un problème, sinon ils restent là. Alors ici, c'est la chambre. Ici, c'est la cuisine. Et là, on entrepose tous les poissons qu'on aura séchés. Ces pêcheurs exceptionnels ne vivent que des ressources de la mer. Et il y a plein d'autres poissons qu'il faut ressaler, là. Ah bah t'es vraiment arrivé à temps avec les sacs. On commençait à manquer de sel. On met du sel sur les poissons pour les conserver. Le sel, ça leur évite de pourrir et ça les fait sécher plus vite. C'est un peu comme la glace chez vous. On le met dans le bac pendant 2 jours. Puis à sécher pendant 3 jours. On les lave bien, comme ça. Et après, on les fait sécher. Quand on stocke le poisson dans notre magasin, eh bien on peut le garder jusqu'à 2 ou 3 mois, sans problème. Là, ce sont des raies. Là, c'est du requin. Celui-là, je ne sais pas. Ça, c'est du poisson-chat. Ça aussi. Ça, c'est du requin. Et c'est à nouveau du poisson-chat. Avec ce vent favorable, Mentirano n'est plus qu'à 3 heures de navigation. Pour le déchargement, on verra ça une fois rentré au port. Là, on n'est pas encore arrivé. Et ma préoccupation pour l'instant, c'est de rentrer dans la passe. Ça y est, on y est presque. Je vois déjà la ville. Mais un dernier obstacle attend les marins. Une forte houle se lève et les oblige à mouiller au large une dernière fois. C'est Mentirano qu'on voit là-bas. Je suis content d'être arrivé, d'avoir fait ce long chemin. Je suis soulagé. Plus qu'une nuit d'attente pour les marins du Todiçoa. Demain matin, ils arriveront à destination. Alors que le voyage de Dassiki se termine à Madagascar, en Guyane, Kia le piroguier est à nouveau en mission sur son fleuve. Il navigue tout au nord cette fois-ci,
vers Wanari, à l'embouchure de l'Oyapock, là où les eaux du fleuve se confondent avec celles de l'océan. Pour moi, ça n'a jamais été difficile. J'aime mon travail. Le matin, quand je me lève, je suis déjà motivé. Je ne pourrais pas aller vivre dans une ville. J'aime cet endroit. J'aime aller sur l'eau, aller pêcher, aller sur les rapides, sauter dans l'eau, pêcher du poisson puis le faire griller au bord du fleuve. Dans une ville, on ne peut pas faire tout ça. J'aime ce fleuve. Grâce à lui, et grâce au rapide, je fais vivre ma famille, en faisant le travail que j'aime. Je veux mourir ici, terminer ma vie ici. Pas dans le fleuve, bien sûr, mais chez moi. C'est bien. Sur un fleuve ou sur la mer, ces routiers des flots vont continuer inlassablement à faire vivre leurs bateaux qui ont traversé les temps.